Bonjour, Omar et moi allons vous présenter la conception du moteur Stirling en mode pompe à chaleur et en mode moteur, ainsi que les mesures nécessaires à prendre. Le matériel nécessaire pour un moteur Stirling de base, donc c'est deux pistons, deux bielles, deux roues, un arbre pour faire transmettre la translation en rotation, un connecteur entre les deux pistons, une zone chaude, une zone froide. La zone chaude sur un des pistons, la zone froide sur l'autre. Alors on va chauffer le gaz au niveau du premier piston de la zone chaude qui va se dilater, va pousser sur le premier piston. Ce même gaz va par après être refroidi dans la zone froide, ce qui va contracter ce gaz et ramener le piston. C'est le principe de base d'un moteur Stirling. Alors, premièrement, on a dû trouver des pistons et on a décidé de garder la même chose qu'il y avait en labo, c'est-à-dire les seringues en verre, et qui a des très hautes températures, ce qui est très intéressant, sachant qu'on peut avoir une zone chaude qui est vraiment très chaude pour pas qu'elle s'abîme avec le temps. Le frottement est très faible, donc elles sont vraiment bien. L'air chaud va vraiment facilement pousser sur le piston. Et c'est des seringues, donc il y aura très peu d'échappement de gaz à l'extérieur. Voici donc la maquette qu'on vous propose. Donc on voit ici directement les deux seringues qui sont reliées par un petit connecteur à des bielles suivi de la roue, les deux connectés à un arbre, là où on va récupérer donc le travail de translation qu'on va transformer en rotation. On a un moteur ici pour le mode pompe à chaleur, pardon. Ici la cuve de la zone chaude pour le mode moteur. La zone froide qu'on a décidé de ne pas refroidir. On va se concentrer que sur chauffer et pas sur refroidir. Et ici le boîtier de commande. Alors, comment chauffer? Alors, donc on voit bien que c'est une cuve. On va donc choisir un liquide qu'on va chauffer grâce à une résistance qu'on verra par après. Donc on a d'abord pensé simplement à de l'eau. Chauffer de l'eau, ben, en fait, sa température maximale va être aux alentours des 100 degrés d'évaporation. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et pour un moteur Stirling, on recherche un delta T aux alentours des 150 degrés. Mais le problème, c'est que comme on ne refroidit pas euh, le côté froid, en réalité, on va être aux alentours des 20-25 degrés dans le labo. On aura un delta T aux alentours des 80 degrés. Et il nous faudrait 150, donc avec de l'eau, ça va vraiment pas fonctionner. Donc on va partir sur de l'huile. L'huile, pourquoi? Parce qu'elle ne s'évapore pas réellement, elle peut monter des températures beaucoup plus hautes. Elle peut aller à 250, 300 degrés, elle commence à craquer, donc il ne faut pas aller si haut, mais 250 degrés, c'est totalement ok. Cette huile, avec cette huile, on aura un delta T beaucoup plus élevé, donc 250 moins les 20 degrés, on est à 230 de delta T, qui est largement suffisant, donc on peut même se permettre de monter un peu moins haut en température que 250. Alors, pour mesurer cette température dans l'huile, on va utiliser une sonde de température, donc une PT100, de câble qui est la moins précise, mais on n'est pas au degré près, donc c'est largement suffisant. Donc elle tient des températures très élevées. La mesure est pas très compliquée. En réalité, c'est la PT100, c'est en fonction de la température, sa résistance change. Donc au plus la température est élevée, au plus sa résistance est élevée. Ce qui veut dire qu'à l'aide d'une petite formule, on peut simplement, grâce à la résistance qu'on trouve, qu'on mesure, trouver la température de l'huile. On va aussi connecter un débitmètre au niveau du connecteur, un Latoflow ici qu'on a choisi, Latoflow MF4000, qui est fait, c'est un débitmètre massique qui est fait pour les faibles à moyens débits. La lecture est facile en numérique ici directement. Voici le plan, le schéma 2D. Donc on peut voir ici les dimensions qui vont être sur le bureau. Donc en longueur, on est aux alentours des 450 mm de longueur. Donc en largeur, 370 mm plus ou moins. En hauteur, 180, ce qui veut dire qu'on passe largement sur la table de labo. Et je vais laisser la parole à Omar. Bonjour, aujourd'hui pour ce laboratoire d'énergie type appliquée, je vais vous expliquer le schéma électrique de commande, le schéma électrique de puissance et le raisonnement derrière le dimensionnement de la résistance chauffante pour le moteur Stirling et le dimensionnement du moteur pour le mode pompe à chaleur. Commençons par le schéma électrique de commande. Alors, le schéma électrique de commande est relié, commence par un bouton d'arrêt d'urgence pour des raisons de sécurité. Celui-ci est relié en série avec le bouton poussoir S0 qui permet de stopper la machine, peu importe son mode, elle sera stoppée même si elle est en mode pompe à chaleur ou moteur Stirling. Le bouton S1, lui, permettra d'activer le mode moteur Stirling. Il est en parallèle avec KM1 normalement ouvert, permettant un automaintien.
Ces deux-là sont reliés en série avec le contact normalement fermé KM2 pour éviter qu'il y ait un conflit entre le mode Stirling et le mode pompe à chaleur. Bien sûr, ceci est relié par la bobine KM1 qui contrôlera tout ça. La même logique sera appliquée pour le mode pompe à chaleur qui est contrôlé par le bouton S2. Lorsqu'on appuie sur le bouton S2, le mode pompe à chaleur sera activé et sera auto-maintenu par KM2. Bien sûr, il sera relié en série à KM1 normalement fermé pour éviter tout conflit. Le schéma électrique de puissance sera relativement simple car la résistance chauffante est contrôlée par le contact KM1. Alors, j'ai écrit 600 watts pour la résistance chauffante, j'expliquerai pourquoi cette valeur plus tard. Bien sûr, le moteur sera relié au KM2, mais aussi l'alimentation et le moteur seront reliés à l'aide d'une alimentation à découpage partant de 230 volts et qui le transforme en 24 volts DC. Pourquoi un moteur DC? Nous avons décidé d'utiliser un moteur DC car c'est plus simple d'utilisation, ça permet d'inverser la rotation juste en inversant la polarité et ça permet de gérer plus facilement la vitesse de rotation car la vitesse de rotation dépend directement de la tension qu'on donne au moteur. Alors, pour le choix de la résistance chauffante, comme expliqué précédemment, pour faire fonctionner notre moteur Stirling, il faut qu'on crée un delta T. Nous avons décidé que le delta T sera de 230 degrés ou 230 Kelvin. Donc il partira de 20 degrés et arrivera à 250 degrés. Pour choisir cette résistance, nous avons utilisé cette logique-là. Nous voulons savoir quelle énergie il faut pour passer l'huile de 20 degrés à 250 degrés. Nous avons une formule, c'est M fois Cp fois delta T. M qui correspond à la masse, Cp qui correspond à la chaleur sensible et pas la chaleur latente car il n'y a pas de changement d'état, et delta T qui est la différence de chaleur que nous voulons. M, nous l'avons transformé en utilisant la masse volumique de l'huile et les 500 ml, ce qui nous donne 0,46 kg. Cp est une constante qu'on connaît déjà qui est 2000 joules par kilogramme fois Kelvin, pardon. Et le delta T, comme je vous l'ai dit, c'est 20 degrés et 250 degrés. Après calcul de tout ça, ça nous donne 211 600 joules. Nous avons bien sûr 211 600 joules est une énergie et nous voulons une puissance. Et nous savons que la puissance, c'est l'énergie sur le temps. Alors nous avons décidé d'utiliser 6 minutes, car 6 minutes pour nous semble être un temps relativement raisonnable pour passer de la première température à la deuxième. Après calcul, ça nous donne 587,77 watts. Voilà pourquoi nous avons décidé d'utiliser une résistance de 600 watts. Le raisonnement pour le dimensionnement du moteur a été différent. Nous sommes partis du Cobb-Carnot, qui est le coefficient de performance théorique. Cela veut dire qu'il ne sera jamais atteint. Nous sommes partis du principe que nous voulons amener notre moteur de 20 degrés à 50 degrés. Notre pompe à chaleur de 20 degrés à 50 degrés. Ça en absorbant l'air ambiant et en transmettant cette chaleur à l'huile. Alors, désolé. En calculant tout ça, nous avons comme COP 2,27 qui est le COP Carnot qui ne sera jamais atteint. Donc nous avons dimensionné nos moteurs en fonction d'un COP qui sera inférieur à celui-là. Nous avons décidé que le COP réel sera 1,8 et donc nous allons dimensionner notre moteur en fonction de celui-ci. Bien sûr, on utilise la formule le travail Win égale à Q.T.out sur le COP. Pour calculer le Q.out, on réutilise la formule M fois Cp fois delta T, sauf que là le delta T est différent car on part de 20 degrés jusqu'à 50 degrés, ou de 50 degrés à 20 degrés. Bien sûr, cela nous donnera 142 watts. Pour ça, nous avons décidé d'utiliser un moteur 300 watts avec un réducteur de vitesse. Nous avons décidé d'utiliser 300 watts pour être sûr que celui-ci fonctionne bien et avec un réducteur de vitesse car étant donné que la bielle et la roue seront en plastique et les seringues en verre, nous pensons que si la vitesse de rotation est trop élevée, cela userait prématurément le matériel, ce que nous voulons éviter. Merci Omar pour toutes ces précisions. Je me permets de revenir. Désolé pour la qualité de mon micro, elle est pas exceptionnelle, mais j'ai fait ce que j'ai pu et j'espère qu'on aura pu vous aider pour la conception
du moteur Stirling, du poste du moteur Stirling en labo. Merci d'avoir suivi.